La guerre de 1914-1918 s'achève par la victoire de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les États-Unis, des pays démocratiques. Le Conseil des Quatre, lors de la conférence de la paix, réunit les vainqueurs de 1918. Les Britanniques, représentés par David Lloyd George, l'Américain Woodrow Wilson, le Français Georges Clemenceau et l'Italien Vittorio Orlando. De leur côté, les empires centraux sont en déroute. Les Austro-Hongrois, les Ottomans, les Allemands, ainsi que les Russes, ayant fait partie le début des vainqueurs, mais n'ayant pas continué la guerre jusqu'à son terme, le tsar Nicolas II, le Kaiser Guillaume II et l'empereur d'Autriche-Hongrie Charles Ier sont destitués. À partir de la fin de la guerre, les nouveaux territoires qui prennent leur indépendance à partir des anciens empires s'assimilent aux démocraties parlementaires ayant vaincu les monarques de l'époque et de par ce fait gagnent en prestige. Ce conflit mondial qui est passé sur une guerre totale a de nombreuses conséquences. L'Europe, dans sa totalité, en sort affaiblie et peine à se remettre de ses blessures. Un bilan dramatique sur le plan humain et matériel, alors qu'un nouveau rapport de force internationale voit le jour. Une nouvelle carte du continent émerge qui crée de nouvelles tensions. Pour bien comprendre la situation, il faut comprendre que le terme entre-deux-guerres est un chrononyme, c'est-à-dire c'est une portion de temps à laquelle les individus attribuent une cohérence et qui s'accompagne d'un besoin de le nommer. Le terme entre-deux-guerres est un terme appliqué avec du recul car il ne retranscrit pas l'esprit de l'époque. Dans les années 20, les Européens n'avaient pas conscience de vivre dans une période calme avant un autre conflit mondial aussi dévastateur que le premier. Même si des signes politiques alarmants le laissaient présager et que la période fut loin d'être exempte de conflits régionaux. La demande de la paix. Suite au traumatisme de la Grande Guerre, on disait partout en France « plus jamais ça ». On parlait de ce conflit comme la der des der, définissant la dernière des dernières guerres. Les désastres de Verdun ou même le rappel de la guerre par les gueules cassées faisaient qu'en France, on ne souhaitait plus jamais revivre cet apocalypse. Les belligérants étant conscients que la technologie avait un impact majeur sur le nombre de militaires passant l'arme à gauche, décident de créer une organisation permettant la fin des conflits à venir. Bien qu'il y ait eu des tentatives d'organismes créés pour la paix, que ce soit à New York, Londres et Genève, ou par exemple même en 92, où à Berne, le Bureau international de la paix reçoit son prix Nobel, aussi les conférences internationales de paix de la Haye de 1899 à 1907 aboutiront au cours d'arbitrage international de la Haye. Néanmoins, ces nombreuses conventions n'arrêteront pas la montée en puissance des nationalismes qui aboutira à la Première Guerre mondiale. Une conférence aurait dû avoir lieu en 1915. Néanmoins, de par leurs échecs de la Grande Guerre européenne, les conférences vont s'estomper et un projet d'une société des nations sera initié par Edward Grey, étant le secrétaire général d'État aux Affaires étrangères britannique. Ce projet va être repris avec grande motivation par Woodrow Wilson, le président des États-Unis d'Amérique. Société qui permettrait en théorie d'éviter de nouveaux conflits comparables à celui de la Première Guerre mondiale. Pour rappel, la Première Guerre mondiale aura fait 75 millions de soldats prêts à la mobilisation, dont 10 millions de morts. Les 14 points de Wilson auront une grande influence sur la Société des Nations. Notamment le 14e point, une association globale de nations doit être formée par des engagements spécifiques garantissant une indépendance politique et une intégrité territoriale mutuelle identique à tous les pays, grands ou petits. C'est le 25 janvier 1919 que les participants de la conférence de la paix de Paris acceptent la proposition de créer une Société des Nations. La Société des Nations sera
actif le 14 février 1919 et placé à Genève le 28 avril 1919 en tant que siège de l'organisation. 44 États intègrent la charte de la SDN, dont 31 avaient fait partie de la Triple Entente. Le cas unique des États-Unis d'Amérique, où Wilson, le président des États-Unis d'Amérique, souhaitait activement intégrer la Société des Nations. Néanmoins, le Parlement ne ratifiera jamais la charte de la SDN et ne la rejoindra jamais, de par leur politique isolationniste et aussi pour rappel un gros désaccord avec la France qui était à l'époque une grande puissance mondiale au sujet de la modération des États-Unis d'Amérique envers les pays vaincus. La Société des Nations dispose, comme l'ONU par la suite, de membres permanents, qui sont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Japon, et 4 membres non permanents élus par l'Assemblée. Les 4 premiers membres furent la Grèce, l'Espagne, le Brésil et la Belgique. Par la suite, les membres non permanents augmentèrent à 6, puis à 9. L'Allemagne devint le 5e membre permanent du Conseil, sous la République de Weimar. La Société des Nations était constituée de secrétaires généraux, de présidents de l'Assemblée générale sur une période d'1 an, d'organismes et de commissions, notamment sur le désarmement, sur le côté sanitaire, sur les mandats, sur le travail, la condition des réfugiés et de l'esclavage, ainsi que la vente illégale de produits illicites, et des membres internationaux de coopération intellectuelle. Un élément moins connu est que les guerres en Europe ne sont pas terminées malgré la fin de la Première Guerre mondiale. L'URSS, qui entame la fin de sa révolution, décide de reconquérir les territoires qui lui appartenaient jadis. La guerre civile finlandaise, qui oppose les gardes rouges finlandais, la Russie soviétique face aux gardes blancs finlandais et l'Empire allemand, les guerres d'indépendance de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ravitaillées et formées par les Britanniques et les Français, et la guerre russo-polonaise des républiques socialistes de Russie, d'Ukraine et de Galicie contre la Pologne, la République populaire ukrainienne, alimentée et ravitaillée par la France et la Grande-Bretagne. Les deux puissances de l'époque sont la France et la Grande-Bretagne, qui en prime abord récupèrent les territoires africains allemands et ensuite établissent des protectorats sur le territoire du Moyen-Orient afin d'y commercer le pétrole local à son avantage. Les conflits, comme rappelé précédemment, ne sont pas que contre l'URSS. Pour rappel, la menace communiste est la crainte des Occidentaux, plus tournée sur le capitalisme. Au niveau des conflits régionaux, nous retrouvons les conflits polono-tchécoslovaques de 1919, la guerre en 1918-19 entre Polonais et Ukrainiens, ainsi que la guerre hongro-roumaine. On rajoutera les guerres civiles, les guerres d'indépendance, les révolutions, insurrections et autres soulèvements. L'euphorie et le chaos. Pour resituer et pour comprendre les années folles, il faut remonter quelque temps en arrière. Déjà, pendant la Première Guerre mondiale, la population continue de festoyer. Toutes les raisons sont bonnes pour faire la fête, que ce soit se moquer de l'ennemi ou bien se donner du courage. On dit à l'époque qu'on veut laver l'affront de 1870, aussi faire oublier l'humiliation de l'affaire Dreyfus pour l'armée française. Le sujet tabou est la situation catastrophique des guerriers sur le champ de guerre. On fait alors la fête pour ne pas y penser. 1918. À la fin du conflit, les Européens souhaitent qu'une chose, oublier la guerre. Un nouveau style de musique, le jazz importé des États-Unis, propose un style décalé, décadent et se place en opposition avec les musiques du passé, ce passé rappelant toujours les horreurs de la Grande Guerre. La commercialisation de la radio au sein des foyers va devenir une révolution musicale. Aussi, les électroménagers importés des États-Unis vont constituer une croissance économique forte. Le soft power américain est déjà présent. On écoute dans les cabarets le jazz, le shimmy,
le Charleston, le style et la culture américaine est recopiée, leurs cabarets sont imités, puis réadaptés au niveau national. On se remémorera le Paris de 1925 au Théâtre des Champs-Élysées où Joséphine Baker dansait, presque dénudée et dotée de plumes, de manière provocante, enchaînera les succès, notamment en 1930 avec la chanson J'ai deux amours, qui la placera comme la vedette de la décennie. En 1921, l'Allemagne subit une crise économique due au surendettement, ce qui implique une inflation. L'Allemagne imprime donc des billets en masse et sa monnaie est totalement dévaluée. Le mark, qui valait alors 1 mark en 1918, vaut 1000 milliards de marks 5 ans plus tard. Pour améliorer cette situation catastrophique, l'État s'endette à l'étranger, des licenciements massifs pour sauver les entreprises sont appliqués, ainsi que la revente des entreprises sont faites à l'étranger. La relance de la croissance économique et de la consommation massive va relancer l'économie allemande. Le krach de Wall Street. Surnommé le jeudi noir, c'est le jeudi 24 octobre que débute la Grande Dépression. Plus de 10 millions d'actions sont vendues, personne n'achète, les cours s'effondrent. La situation est catastrophique. Le lundi suivant est appelé le lundi noir et le lendemain est aussi surnommé le mardi noir. 16 millions de titres sont vendus à n'importe quel prix. Aucun acheteur. L'économie est arrêtée. Ceux qui ont acheté leurs actions à crédit ne peuvent plus rembourser. Les banques font faillite. Les entreprises aussi. Entre 1929 et 1931, le revenu des États-Unis au niveau national chute de 87 à 39 milliards de dollars. Les investissements, eux, sont divisés par 100. Le nombre de chômeurs passe de 2 millions à 12 millions. Tous sont touchés par la crise économique. Les hommes n'ont plus de quoi manger, se ravitailler ou un toit là où dormir. Les agriculteurs surendettés se suicident. Comment la crise américaine va-t-elle toucher le monde ? C'est en 1930, suite à la crise de 1929, que les banques américaines vont aller récupérer par la force leurs liquidités déposées en Autriche et en Allemagne, créant ainsi la crise sur ces territoires. L'Angleterre connaîtra cette crise en 1932, suivie par la France en 1933. Subissant des sanctions économiques américaines, les territoires européens vont se mettre à appliquer du protectionnisme, ce qui va diminuer majoritairement le commerce international. L'importation des matières premières et autres sera divisée par 3 entre 1929 et 1933. Tous les territoires du Commonwealth en relation avec les États-Unis d'Amérique vont aussi subir la crise économique. Il y aura une exception qui est l'URSS qui, isolée du monde entier, ne subira pas ces années de crise. Les hommes issus de la classe moyenne ne trouvent plus de travail, un homme sur 2 en Europe ne trouve pas de travail et le tiers de la population vit en état de famine. L'État est obligé d'intervenir pour éviter l'aggravation de la situation. Il est mis en place alors une politique de réduction des salaires qui ne fait qu'empirer la crise. L'Allemagne et l'Italie appliquent alors des politiques protectionnistes qui relancent l'économie. Le Royaume-Uni exporte ses matières premières et dévalue sa monnaie. Les relations commerciales internationales sont mises au plan secondaire au profit d'une politique de protectionnisme protégeant l'individu. C'est en été 1933 qu'est organisée une réunion sur l'économie mondiale à Londres. Le projet est de trouver une solution à la crise internationale. Néanmoins, il n'y en aura pas. Les pays les plus riches qui sont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis demandent une ouverture au libre-échange aux pays de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon frappés par la crise économique. Ces territoires refusent ces mesures défavorables qui n'arrangeraient pas leur économie. Les clivages sont flagrants et les pays allemands, italiens et japonais intensifient leur protectionnisme. La montée en force du totalitarisme. On peut remémorer l'Italie fasciste de Benito Mussolini, néanmoins le régime autoritaire reste assez seul sur la scène internationale. En 1924 meurt Lénine
Et de là démarre une guerre de succession entre Staline et Trotsky, qui finira par la victoire de Staline et la prise du pouvoir par lui-même. Il s'impose comme dirigeant du pays pour devenir en 1928 un pays totalitaire. Néanmoins, le fascisme de Mussolini et le communisme de Staline sont en perpétuel conflit pour des idéologies opposées. Les territoires est-européens passent petit à petit par des régimes autoritaires, hormis les territoires nordiques. Il faudra patienter 1933 pour que le totalitarisme allemand prenne le pouvoir et établisse le Troisième Reich, pour qu'il mette en union l'Italie et l'Allemagne avec l'URSS. L'Europe est sur le chemin de la guerre. Les totalitarismes sont sur une phase d'expansion. L'Italie a des vues futures sur la Méditerranée. En attendant, elle déclare la guerre à l'Éthiopie. Le Japon, depuis 1931, conquiert les territoires de la Mandchourie et s'étend vers le sud, en direction des colonies françaises et britanniques. L'Espagne, qui jusqu'à 1936, sous le régime de la République, est bouleversée par un coup d'État militaire. La guerre civile sanglante va durer plus de 3 ans, opposant les républicains aux nationalistes du général Franco. Cette guerre se terminera en 1939 avec la victoire des nationalistes. L'Allemagne, quant à elle, s'étend sur le territoire européen. Elle enchaîne les provocations, notamment en se remilitarisant, en quittant la SDN et en remilitarisant la Rhénanie, zone limitrophe à la France. Le 12 mars 1938, elle annexe d'un commun accord le territoire autrichien. Entre le 29 et le 30 septembre 1938 sont signés les accords de Munich à l'initiative de Benito Mussolini. Il sera décidé entre les dirigeants britanniques, français, allemands et italiens d'annexer par l'Allemagne le territoire des Sudètes, région largement germanophone, afin d'éviter la guerre. De retour en France, Daladier sera acclamé par la foule, laissera une citation qui va rester célèbre en parlant du peuple français. « Allez cons s'ils savaient ». Daladier avait compris que la guerre serait inévitable et ne perdrait pas de temps à arriver. Sur le territoire d'outre-Manche, le célèbre ministre Winston Churchill citera « Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre quand même ». Le point de non-retour étant déjà passé, la cerise sur le gâteau sera le 23 août 1939, signé à Moscou, le pacte germano-soviétique, qu'on appelle aussi le pacte de non-agression, stipule la neutralité entre les Allemands et l'URSS, pour une durée de 10 ans. C'est la semaine suivant le pacte de non-agression que débutera la Seconde Guerre mondiale.